Ceux qui ne vivront pas par la loi. C'est le monde que tu connais. Antisémite, KGB, complotisme, islamiste, vaccin, extrême droite, chemtrails, Russie, théorie du complot, la Chine, gilets jaunes. Si aucun Il journal, n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la aucune simulation radio n'a parlé de neuro-interactive l'info, que nous appelons la matrice. vaccin, Extrême droite, chemtrails, Russie, théorie du complot, la Chine, gilets jaunes. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Ceux qui ne vivront pas par la loi. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. Comment qualifiez-vous l'état dans lequel on vit? Je le qualifie depuis un petit moment l'état autoritaire. Et aujourd'hui s'est installé dans notre société de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature! Sur l'état d'urgence, et notamment l'état d'urgence sanitaire, on peut commencer à parler d'état de police. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. C'est un individu qui sera mutilé pour l'exemple pour faire peur à tous les autres. Mais le jour où on ne sera plus en démocratie, on s'en rendra même pas compte. Le glissement est imperceptible. Nous sommes en train de changer de régime. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Ne faites pas mal. Dégage. Je suis journaliste, je filme. Dégage. Arrêtez. 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 Dégage. Arrêtez. La France s'engage dans une politique extrêmement nocive pour l'ensemble des droits humains. En septembre 2020, l'ONU nous alertait. La pandémie de Covid-19 a mis à mal la démocratie partout dans le monde en restreignant les libertés publiques, notamment. Nous nous sommes progressivement habitués à ce que notre comportement soit dicté par un gouvernement. À vivre, entravés, confinés et souvent désœuvrés, tous suspects. Aussi, ce virus invisible a rendu visibles des injustices longtemps négligées et a aggravé les failles des systèmes de santé, la précarité, l'inégalité d'accès à l'éducation, les discriminations, les violences à l'égard des femmes. Autant d'inégalités qui sont des menaces pour la démocratie. Et le problème, c'est que tout ceci est arrivé sur un terrain déjà miné. Bien avant la pandémie, déjà, la colère face à ces inégalités et la défiance envers le politique grandissaient dans de nombreux pays. En France, le mouvement des Gilets jaunes en a été le symbole. Aviez-vous réalisé qu'entre les attentats de 2015 et la pandémie, nous avons passé la majorité de notre temps en état d'urgence? Que ces principales mesures ont été inscrites dans le droit commun par la loi antiterroriste de 2017, la législation la plus sécuritaire de la Ve République et dénoncée par l'ONU? Que les failles de la démocratie française ont très souvent été pointées du doigt, que ce soit dans des rapports, des tribunes ou encore des signalements d'ONG internationales. À l'heure où une vingtaine de militaires fait la une en écrivant dans Valeurs Actuelles, nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Et alors que ces militaires sont immédiatement félicités par Marine Le Pen et que trop peu de monde semble prendre la mesure de la gravité de cette déclaration, nos libertés sont peu à peu supprimées et celles qui restent chaque jour davantage menacées. Est-ce vraiment d'un excès de laxisme que souffre notre pays? Crise sanitaire, économique, écologique, démocratique? En réalité, nous ne savons plus où donner de la tête. Et il est très difficile de voir passer toutes ces informations et ces petits signes qui racontent le basculement qui est en train de s'opérer. Pourtant, il est essentiel de comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour du recul des libertés et de l'état de droit. Violences policières, dérives autoritaires, liberté de la presse entravée, la France, pays des droits de l'homme, serait-elle en train de rejoindre le camp des pays où la démocratie et les droits humains sont menacés par ceux-là même qui sont censés les protéger? Et si le pays des Lumières avait progressivement glissé dans l'obscurité, sans réel sursaut pour l'en empêcher? Comment pouvons-nous, citoyennes et citoyens,
continuer à accepter cela. Même si le tableau est sombre, nous pensons qu'il est important de vous donner des éléments pour appréhender cette situation et vous en saisir, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur. Le magistrat, la règle de ses devoirs, le législateur, l'objet de sa mission. Pour ceux qui se posent la question, comment faire, reprenez votre représentativité. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un être vivant qui a administré la personnalité juridique. Et c'est une personne qui est alitée, une personne morte. Mettez bien vous ça dans le crâne, s'il vous plaît. Vous êtes né 2 fois. Non, on a créé une fiducie. C'est pas qu'on est né 2 fois, c'est qu'on a créé une fiducie. Oui, vous nous déclarez en fait mort, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez tous les deux raisons. Qu'en fait, avec l'acte de naissance, le fait d'avoir un nom en lettre capitale et un nom de famille, en fait, et justement un numéro de sécurité sociale, il crée un compte. Alors, il y en a qui appellent ça le compte de sûreté. Enfin, bon, bref, il y a plusieurs comptes qui sont créés. Et en fait, ils font de la spéculation sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement français, il y a de la spéculation qui est fait alors, à votre insu. Voilà. Tu étais au courant de ça, Speedy Gonzalez? Toi qui es dans les forces de l'ordre? Attends, parce qu'il pose une question intéressante. Si tu es dans la merde, je viendrai t'aider et toi, tu ne viendrais pas juste parce que je suis flic. Alors pour moi, je réponds pour moi, je dis t'as totalement faux. Parce que même si t'es dans la merde, je viendrai t'aider. Moi, étant un être humain, je vois un autre être humain qui est dans la merde, bah, je viendrai l'aider. Flic ou pas flic, même la plus raclure des enfoirés, bah, j'irai l'aider. C'est dans ma nature. Tu es dans une pièce de théâtre, le vrai réel, c'est ce qui t'affecte. Donc eux sont dans une pièce de théâtre à travers la fiction, c'est-à-dire ils t'infligent des choses. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il doit avoir ton consentement pour pouvoir s'adresser à toi. Exactement. Comprenez. Juridiction sur toi, c'est-à-dire, est-ce que je suis la création de la République, moi? Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Que je suis la création de la République. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller. Est-ce que je suis la création de la République? Dans la réalité. Et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitivement. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr d'être bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait du mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. Est-ce que je suis
la création de la République. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Est-ce que je suis la création de la République? Non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce que il faut comprendre ce qui se passe réellement. Pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Ceux qui ne vivront pas par la loi. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, et pas forcément il va l'emporter. Est-ce que je suis la création de la République? On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Est-ce que je suis la création de la République? Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe. Est-ce que je suis la création de la République? Nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui sont maladivement travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça qu'il veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Est-ce que je suis la création de la République? Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences. Malheur à toi, Israël! Il a commis un grand péché à la face de Dieu. Qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous, tous fous. Soit ils sont fous, soit il y a un plan et on n'est pas tous au courant. Il n'est pas digne de recevoir ces 10 commandements. Le futur se dessine, on a tous pris une claque. Le présent ressemble à la Chine à 1984. Pandémie impossible. Un peuple pressuré qui peu à peu pris pour sa fête. On paralyse la planète pour nous protéger d'une grippe. Plus en plus de police pour parquer la population. Les checkpoints à Paris ne sont presque plus une fiction. C'est la version sanitaire des protocoles des sages de Sion. Il n'est pas digne de recevoir ces 10 commandements. Nos coronesses, faut qu'on arrête leurs conneries. Que je te découille les chats. Il n'y a pas de liberté sans loi. Est-ce que je suis la création de la République? Nouvelle phase est enclenchée dans la guerre secrète contre les sanitaires, un hold-up bancaire, tout le monde est main en l'air, attestation et muselière. C'est un hold-up. Est-ce que je suis la création de la République? Des moyens, accélération radicale, grand reset global vers le gouvernement mondial. Et tous les jours grâce au Covid, nos libertés déclinent. On s'est endormi en France et on s'est réveillé en Chine. Je sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Ceux qui sont pour l'éternel, de ceux-là viennent d'avoir. Tout seul, soit c'est grave et on se fout de notre gueule, soit c'est pas grave et on se fout de notre gueule grave. Qu'on s'abandonne en toute confiance à Big Pharma, se laisser vacciner gentiment. Je suis vraiment désolé mais je me rappelle que Bill Gates se raconte partout depuis 20 ans qu'on est bien trop sur la planète. Si les journalistes l'appellent encore philanthrope, moi j'appelle Bill un eugéniste et le journaliste une journaliste. C'est soit un chômeur, soit une pute. Après il faut savoir qui est Macron. Est-ce que je suis la création de la République? La phase est enclenchée dans la guerre secrète contre les peuples. C'est un hold-up sanitaire, un hold-up bancaire, tout le monde est main en l'air, attestation et muselière. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci vous allez connaître la vertu mais la honte. Écoutez, je sais pas
pas qui mange plus au monde, hein. Franchement, les mensonges absolument atroces qui sont sortis dans Lancet et qui ont répercuté nos autorités françaises, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout. Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, Moi j'ai honte, On est passé du côté obscur. Est-ce que je suis la création de la République? À la mode néolibérale, tous ces livides nous coûtent un fric. Juste au cas où des pauvres aillent mal. Après ils font les étonnés de voir le système s'engorger. Alors qu'on sait depuis 15 ans que chaque année c'est surchargé. Qu'on fait statistique et tout est étiqueté Covid. Faut voir le bon côté, on a éradiqué la crise. Mais ils fabriquent une grosse panique par des discours catastrophistes. Font monter la psychose grâce à l'hystérie médiatique. Orchestrée de main de maître par nos puppet masters. Contaminer la planète avec le virus de la peur. Ils ont verrouillé la planète, ils ont interdit les traitements. Ils ont tué les petits commerces, ils ont fait taire les opposants. La création de la République. Tasser les docteurs qui ne cédaient pas à la peur. Tu me dis que c'est pour sauver des vies qu'il faut pas que je m'inquiète. Je te fais confiance comme à une étude du Lancet. Je dis que la France est un création de la République. C'est ta dernière chance, on prend la poudre d'espoir. En ce jour, Dieu a écrit pour nous ces lois de la vie, de la mort. Tout le monde les mains en l'air, attestation et muselière. Est-ce que je suis la création de la République? Moyen d'accélération radicale, grand reset global vers le gouvernement mondial. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Du bien et du mal. Ceux qui ont des couilles, les sortent. Est-ce que je suis la création de la On nous République? manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui? Profite le crime. Est-ce que je suis la création de la République? Profite le crime. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Nous nous trouvons aujourd'hui au centre d'un combat, d'une guerre, celle de l'information. Le problème, c'est que rares sont ceux qui ont la capacité de pouvoir vérifier l'information avec une absolue certitude. Et c'est bien sur cela que repose toute la stratégie de ceux qui gouvernent le monde. Le seul moyen d'avoir une idée concrète de la réalité est de recouper les informations. Et pour cela, il faut avoir l'esprit critique et ouvert, mais également et surtout avoir une soif de vérité. Et c'est là que ça se complique. Nous faisons face à 3 écoles. Il y a 3 cas de figure. Ceux qui croient aveuglément le système et jamais ne le remettent en cause. Ceux qui, à l'inverse, ne croient plus en rien et remettent systématiquement tout en question. Ceux qui font la part des choses et qui remettent en doute ce qui leur semble incohérent ou trompeur sans pour autant tout suspecter. Dans le premier cas, aucune recherche n'est effectuée. Les médias et les politiques sont entendus comme paroles d'évangile. Dans le deuxième cas, des recherches sont effectuées, beaucoup de recherches, partant dans tous les sens sans qu'aucun tri ne soit fait dans le flot d'informations. Dans le troisième cas, la recherche est celle de la vérité, ce qui exige impartialité et objectivité. C'est ce dernier cas, ces gens que l'on nomme lanceurs d'alerte, chercheurs de vérité et désormais complotistes, qui demandent de loin le plus de travail sur soi et de temps. Ce que nous devons tous comprendre, c'est qu'il n'y aurait pas de manipulé sans manipulateur, et donc pas de complotiste sans comploteur. Une des méthodes les plus sournoises des manipulateurs comploteurs est de noyer l'information dans un flot de désinformation, d'étouffer des vérités dans des myriades de fake news, de créer divers faux complots dans le but d'asphyxier leur véritable et sombre dessein dans la masse. Et par la même occasion, de discréditer les lanceurs d'alerte du troisième cas grâce aux pseudo-complotistes du deuxième cas qui diffuseront largement toutes ces données fallacieuses. Ne tombez dans aucun extrême des premiers et deuxièmes cas, car ils vous enferment dans des schémas de pensée stériles où il ne subsiste que le déni ou la suspicion perpétuelle. Comme disait Paracels, toutes les choses sont poison, et rien n'est sans poison.
Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. Multipliez les sources d'informations, chaque source étant potentiellement polluée. Faites des recoupements, analysez méthodiquement, reconstruisez le puzzle, questionnez votre instinct, votre vécu et votre logique. Et faites le tri entre ce qui en ressort probable, peu probable et improbable. Vos certitudes d'aujourd'hui pourront vous paraître aberrantes dans le futur. Et à l'inverse, ce qui actuellement vous semble insensé pourrait très bien s'avérer être la réalité. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Est-ce que je suis la création de la République ? Le génie du complotisme. Le complotisme présente 5 caractéristiques majeures qui le distinguent de l'anticomplotisme et qui résument tout son génie. Ces caractéristiques sont autant d'avantages sur l'anticomplotisme qui nous feront comprendre, par contraste, les limites épistémologiques de ce dernier, ses motivations profondes et ses soubassements idéologiques. Notre conclusion sera double. Premièrement, seul le complotisme permet d'appréhender la nature du pouvoir. L'anticomplotisme est une émanation du pouvoir dont la vocation est de le protéger et de lui permettre d'échapper à la compréhension de ceux sur lesquels ce pouvoir s'exerce. Deuxièmement, on ne dialogue pas avec le pouvoir. On s'y soumet ou on le combat. Il s'ensuit, naturellement, que les complotistes n'ont plus à chercher les faveurs des anticomplotistes ou de leurs maîtres, ni à s'excuser de penser hors des sentiers battus ou d'émettre des hypothèses de travail audacieuses. Il est temps pour les complotistes de se montrer offensifs et face à l'idéologie du chaos que le pouvoir incarne et projette sur le monde à travers ses relais médiatiques et institutionnels, de présenter le complotisme comme un remède aux pulsions mortifères de l'hydre mondialiste. Le complotisme est un humanisme. Les 5 avantages du complotisme. Premièrement, avantage méthodologique. Tandis que l'anticomplotiste se contente la plupart du temps d'énoncer la thèse, officielle il s'entend, le complotiste est contraint de travailler, d'approfondir à la fois la thèse et l'antithèse. Ainsi, le complotiste a une connaissance fine de la version officielle et des arguments de la version opposée. Cela le contraint à chercher et à ausculter plus profondément les faits, à les présenter dans un ordre cohérent et à les soumettre à un examen critique poussé. Tandis que l'anticomplotiste n'a qu'à répéter la thèse officielle sans avoir besoin de la justifier, le complotiste est obligé de chercher des preuves solides à l'appui de ses propos et finit par acquérir une connaissance bien plus large que celle de l'anticomplotiste qui a borné son champ d'investigation parce qu'il lui suffit de citer une source prestigieuse pour gagner la bataille du pouvoir médiatique et la considération de ses pairs. Que ce soit, par exemple, pour le 11 septembre ou le réchauffement climatique anthropique, seuls les complotistes appliquent le principe du contradictoire, principe fondamental à la fois pour les journalistes, les historiens et les juges qui devraient examiner méthodiquement et en profondeur les thèses en présence avant de se prononcer sur le fond de l'affaire dont ils s'occupent. L'anticomplotiste ne voit pas l'absurdité de sa position qui consiste à penser que la version officielle est toujours la bonne, comme la raison du plus fort. Ce qui revient à interdire toute alternative, toute contradiction, toute possibilité de remettre en cause la version des faits une fois qu'elle a été estampillée par le sceau officiel et crachée sur les ondes des médias dominants. L'anticomplotiste confine ainsi le réel dans une forme figée pour les siècles des siècles. Il se comporte comme le gardien d'une prison où les faits récalcitrants sont tenus en joue et passés à tabac, loin du regard des foules, tant que leur volonté d'indépendance et de franchise n'a pas été brisée. Il rééduque et torture les faits qui ne suivent pas ses mots d'ordre ou son catéchisme et ne les relâche dans l'arène publique qu'une fois qu'ils ont perdu leur prétention à dire leur part de vérité. Le complotiste libère les faits cadenassés qui retrouvent tout leur sens caché et leur autonomie. Il les rend à l'air libre où se meuvent à leur aise la vérité et le réel.
le complotiste n'ayant pas droit aux arguments d'autorité, par exemple l'invocation d'un prétendu consensus scientifique des experts sur le réchauffement climatique anthropique, et étant soumis au feu permanent des critiques, il lui faut devenir un orfèvre dans son domaine pour pouvoir contrer un adversaire qui se contente de répéter un message univoque et balayer d'un revers de main dédaigneux les arguments qu'on lui adresse. Enfin, le complotiste cherche à donner du sens à ce qui, apparemment, n'en a pas toujours. Il ne se contente pas de laisser l'inexplicable inexpliqué. Si 3 immeubles s'effondrent sur eux-mêmes alors que seulement 2 ont été percutés par des avions, le complotiste essaie de comprendre ce phénomène étrange en convoquant des causes humaines et physiques qui sont dans l'ordre naturel des choses. Là où l'anticomplotiste, à court d'idées et d'arguments, finira par se contenter de hausser les épaules, le complotiste ira chercher des causes humaines, des volontés, si les causes physiques, mécanique des corps et mécanique des fluides, ne sont pas suffisantes. De son côté, l'anticomplotiste n'hésitera pas à réinventer les lois de la physique, juste pour l'occasion, afin de s'interdire de penser au-delà de la thèse officielle. Car s'il devait s'aventurer sur le terrain glissant d'une hypothèse alternative, cela pourrait le conduire à devoir désigner un coupable inattendu, à découvrir un acte humain, voire une entente entre plusieurs personnes conscientes de leurs actes. Ainsi, pour expliquer l'absence de débris d'avion sur le Pentagone ou sur le site de Pennsylvanie en septembre 2001, l'anticomplotiste invoquera la possibilité que les avions se soient gazéifiés, thèse défendue par le très prestigieux journal Le Monde, ajoutant de la sorte quelques règles nouvelles aux lois de la thermodynamique. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit qu'un mensonge volontaire se cache peut-être derrière l'inexplicable. Dans le même ordre d'idées, il en vient à voir, dans les guerres menées par les démocraties occidentales, des événements naturels que ne guide aucune pensée maléfique ni volonté humaine. Pour résumer les avantages méthodologiques de son approche, on peut dire que le complotiste travaille plus que l'anticomplotiste, connaît mieux son sujet et les arguments des parties en présence, ne se repose pas sur des arguments d'autorité pour avancer ses idées et accumule les éléments de preuve pour justifier ses propos et donner du sens aux événements et aux faits qui se déroulent devant lui. Ce sont là des raisons qui expliquent que les anticomplotistes ne répondent presque jamais positivement aux offres de dialogue que leur font les complotistes. Ils savent, en effet, qu'ils finiront généralement déboîtés par les arguments de leurs contradicteurs. Pour justifier un tel refus, ils rangent volontiers leurs adversaires sous l'appellation générique et bien commode du « camp de la haine », mettant ainsi entre eux et les complotistes une sorte de cordon sanitaire émotionnel qu'il serait difficile et dangereux pour tout un chacun de rompre impunément. Cette technique de rhétorique de disqualification utilisée à l'encontre du complotiste, à laquelle vient généralement s'ajouter des menaces et des injures, est le signe que, sur le terrain de la méthode, le complotiste vient bousculer son adversaire dans ses derniers retranchements lorsque celui-ci est au bord de son propre gouffre intellectuel. Deuxièmement, avantage psychologique. Il n'y a pas de liberté sans loi. Le complotiste n'a ni d'a priori, ni de tabou. L'impensable est pour lui toujours pensable. Si le complotiste navigue ainsi volontiers, par méthode et par prudence, dans l'ère du soupçon et ne prête sa confiance à quiconque, il traite tout le monde à la même enseigne, les puissants comme les faibles. Il les écoute avec le même degré d'attention, sans chercher à plaire ou à déplaire à leurs susceptibilités respectives. Il veut comprendre et non pas justifier. De son côté, l'anticomplotiste est fermé dans le dogme de l'infaillibilité démocratique, ce qui lui interdit automatiquement tout un champ des possibles. Il est psychologiquement incapable d'imaginer que nos dirigeants démocrates puissent faire le mal intentionnellement. C'est bien cet a priori qui, aux yeux des complotistes, rend les anticomplotistes aveugles à la compréhension d'une part importante de notre monde. Et pour le dire plus clairement, les anticomplotistes sont dans l'incapacité de comprendre la nature et les ressorts du pouvoir. Ils ne voient pas que le pouvoir, ontologiquement, est une physique de la contrainte et une métaphysique de la domination.
L'anticomplotiste est tellement engoncé dans cette opinion, qui est pour lui une sorte d'article de foi, qu'il ne pourra jamais concevoir que nos dirigeants puissent, en toute connaissance de cause, premier exemple, empêcher l'utilisation d'un remède peu coûteux et efficace contre un virus, cousin de celui de la grippe, afin de favoriser une solution imaginaire et hypothétique, le vaccin, lors d'une pandémie annoncée et voulue, pandémie qui n'est pas tant le résultat d'une incompétence généralisée de nos commis en charge des affaires de l'État, que d'un chaos organisé par ces derniers comme un jeu de rôle mondialiste planétaire. Deuxième exemple, s'allier avec des mouvances terroristes islamistes pour faire tomber des régimes laïques en Libye et en Syrie en ayant recours à des actes de terrorisme à grande échelle et en organisant le massacre et le gazage de populations entières tout en accusant le camp adverse d'en être responsable. De telles conclusions iraient au-delà de ses forces psychologiques et l'amèneraient, sans doute, au bord de la crise de nerfs et de l'hystérie. Ainsi, pour l'anticomplotiste, la démocratie occidentale ne peut commettre de crimes puisqu'elle ne peut avoir de mauvaises intentions. Elle ne tue que par dommages collatéraux, jamais volontairement. Par conséquent, on ne peut lui imputer des crimes de masse, seulement des erreurs circonstancielles et contextuelles qui ont eu de tragiques conséquences humaines inattendues. La culpabilité de la démocratie occidentale ne dépasse jamais celle de l'élève qui aurait pu mieux faire. Les anticomplotistes ne voient et n'admettent de complot que chez les terroristes musulmans ou les Russes, les Iraniens ou les Chinois, quand cela arrange leurs affaires et conforte leur représentation du monde binaire, eux contre nous. Là, en général, aucune preuve tangible n'est exigée. Il suffit à l'accusation de désigner les coupables pour remporter la conviction de la foule conformiste des bourgeois cultivés qui ne craignent rien tant que d'admettre des hypothèses et, encore plus, d'avancer des théories qui sortiraient de la vulgate publiée régulièrement dans les gazettes officielles, Le Monde, The Guardian ou encore le New York Times. Troisièmement, avantage conceptuel. Le complotiste offre des outils intellectuels pour appréhender le monde. Il propose des termes, qu'il a ou non construits lui-même, pour désigner des événements, des phénomènes difficiles à cerner ou à concevoir. Mondialisme, atlantisme, empire, opposition contrôlée, état profond, satanisme, nouvel ordre mondial, injonction paradoxale, dogme de l'infaillibilité démocratique, crime médiatique, rhétorique de disqualification, sont autant de concepts-outils permettant de sortir de l'hébétude dans laquelle le complexe médiatico-industriel progressiste nous maintient afin de mieux cerner et comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Le complotiste apprécie la clarté d'un concept là où l'anticomplotiste préfère la confusion, l'absence de sens et de signification, ou le sens inversé de l'absurde. Non pas le mystère qui pourrait nous ouvrir la porte d'une transcendance porteuse d'espoir, mais le vide comme explication universelle. L'anticomplotiste ne nous laisse qu'un champ de bataille sémantique chaotique où le néant et l'ambiguïté sont maîtres du réel et de nos neurones. Empêcher la compréhension du réel et l'émergence des concepts explicatifs est sans doute l'un des objectifs du pouvoir pour demeurer le pouvoir et persévérer dans son être. Son credo est de rester insaisissable, impensable et impensé, pour n'être point combattu. Un totalitarisme dont on ignorerait l'oppression ne susciterait sans doute pas d'opposition autre que contrôlée. C'est tout le génie de la démocratie représentative, instrument privilégié de l'oligarchie occidentale, que de nous empêcher d'établir clairement des liens de causalité entre des décisions humaines de quelques-uns et la longue chaîne des malheurs des peuples. Quatrièmement, avantage moral. Le complotiste a un avantage moral immense par rapport à l'anticomplotiste parce qu'il doit montrer plus de courage et affronter les difficiles conséquences sociales de ses propos. Tandis que l'anticomplotiste, en bon conformiste adorateur de la normalité sociale, ne fait que relayer et répéter les paroles de l'évangile médiatico-politique qui lui est servi quotidiennement, le complotiste sait qu'il aura contre lui les puissants et la masse des bourgeois cultivés qui peuplent les cercles mondains des multiples socialités auxquelles la vie nous invite tous
participer. Le complotiste prend constamment des risques dans sa vie professionnelle et privée pour simplement émettre des doutes et proposer des explications alternatives. On ne compte plus le nombre de complotistes débarqués de leur poste pour avoir avancé quelques hypothèses dérangeantes sur le 11 septembre, l'implication des démocraties occidentales dans le terrorisme islamique ou la responsabilité du CO2 dans le réchauffement climatique anthropique. Si le courage ne donne pas raison, il a une valeur intrinsèque qui distingue nettement le complotiste du bourgeois cultivé conformiste qui fait office d'adversaire. Le complotiste ose nommer le mal. Il ose désigner les puissants et les puissances qui sont derrière ces manifestations humaines. Il ne se contente pas, comme les professionnels de la révolte, d'attaquer des abstractions, par exemple le capitalisme. Il confronte des pouvoirs concrets, dont la somme des liens et des alliances fait et révèle le pouvoir dans toute sa puissance et ses nuisances, et nomme les responsables. Pour le 11 septembre, il désignera volontiers le petit groupe de néoconservateurs comme responsable ou au moins complice des attentats. Il en fera le portrait détaillé en égrénant leurs CV et leurs méfaits avérés. Concernant l'hystérie sanitaire mondialiste déclenchée au printemps 2020, il n'hésitera pas à pointer du doigt le rôle de Bill Gates et des dirigeants de l'OMS, de certaines firmes pharmaceutiques, comme Gilead, ou de certains médias, comme BFM TV, dans le déclenchement de cette expérience orwellienne à l'échelle mondiale. L'anticomplotiste, lorsqu'il dénonce, est plutôt dans la délation, puisqu'il désigne à la vindicte médiatique et judiciaire, à la censure et aux poursuites pénales, les lanceurs d'alerte qui n'ont en général que leur plume pour se défendre. L'anticomplotiste utilise volontiers la menace et l'intimidation pour faire taire ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus et rebattus. La rhétorique de disqualification et l'hystérie émotionnelle sont ses outils préférés. Ainsi, tandis que le complotiste dénonce les puissants et se met volontairement dans leur ligne de mire, l'anticomplotiste établit des listes d'opposants isolés à exécuter en place publique sans leur donner la parole. Il y a du Cyrano de Bergerac chez le complotiste. S'il n'a bien évidemment pas toujours raison, il avance empanaché d'indépendance et de franchise et revendique le droit de se tromper. Les complotistes sont à la fois une dissidence et une résistance. Peut-être même les seuls à s'opposer aux expériences orwelliennes que nos démocraties oligarchiques nous imposent de temps à autre pour éprouver leur puissance. Hystérie sanitaire, hystérie réchauffiste, etc. Cinquièmement, avantage prédictif. Ce qui frappe, quand on fait le bilan du complotisme sur les 2 dernières décennies, c'est l'incroyable capacité de celui-ci à avoir raison, à prédire ce qui va advenir. En analysant avec sérieux et pertinence le présent et le passé récent, le complotisme est capable de mieux appréhender les grandes orientations qui se dessinent devant nous que tous les experts réunis en conclave officielle. Sur le 11 septembre, sur la guerre en Irak et en Syrie, sur le réchauffement climatique anthropique, sur le Russia Gate et l'affaire ukrainienne aux États-Unis, sur le Covid-19 et sur tant d'autres sujets scientifiques ou géopolitiques, le complotisme engrange les victoires les unes après les autres. La démonstration de la force prédictive de la pensée complotiste a été particulièrement spectaculaire lors de l'épisode de totalitarisme sanitaire et sécuritaire que nous avons tous vécu au printemps 2020. Au modèle prédictif délirant, souvent informatique, invoqué par les comités scientifiques, mis en place un peu partout en Occident lors de cette drôle de crise sanitaire qui prévoyait l'apocalypse tous les matins du monde, les complotistes ont opposé le bon sens, l'analyse cartésienne, le raisonnement et le sang-froid, et ont pu identifier rapidement des solutions efficaces, pourtant décriées par tous les médias dominants, tombés volontairement dans une hystérie destinée à faire perdre l'entendement collectif. Le complotiste est parvenu à s'extraire du bruit et de la fureur de l'actualité brouillonne et a eu raison sur toute la ligne, de l'analyse du problème à la proposition d'un remède. N'ayant d'a priori à l'égard de personne, le complotiste a écouté toutes les parties en présence
et a pu saisir au vol le réel avant qu'il ne soit confisqué et défiguré par les tortionnaires de l'information qui lui ont substitué la peur comme seul vecteur de la représentation du monde. Le complotisme est la grande aventure humaine, intellectuelle et politique de notre siècle. Si nous voulons que l'homme perdure dans ses fondamentaux humains, loin des promesses transhumanistes et technicistes qu'on veut nous imposer sans débat, il est temps d'affirmer ce que nous sommes. Un humanisme. Est-ce que je suis la création de la République ? Est-ce que je suis la création de la République, moi ? Le Saint Graal, trésor présumé des Cathares, gardé par les vigilants chevaliers du Temple, conté et chanté par les célèbres romans nés à la cour des comtes de Champagne, eux-mêmes liés de près à la fondation de l'ordre du Temple. Le Graal semblait capter à lui seul l'ombre immense et fantastique du cycle médiéval portant son nom. Cycle légendaire, certes, mais empreint aussi de réalité, avec Godefroy de Bouillon, devenu fils de Lohengrin, le chevalier au cygne, lui-même fils de Perceval, ou sous la plume de Wolfram von Eschenbach, qui évoque en son héros le membre d'une très mystérieuse lignée. Selon certains, le Graal était la coupe dont se servirent Jésus et ses disciples lors de la dernière scène. Selon d'autres, il était en fait le vase dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus cloué sur la croix. Pour d'autres encore, il était l'un et l'autre à la fois. Mais si le Graal ayant existé avait été si intensément associé à Jésus, pourquoi nul n'en avait-il parlé pendant plus d'1 millier d'années ? Pourquoi n'en trouvait-on aucune trace dans le folklore, la tradition orale ou la littérature des 10 premiers siècles de notre ère ? Avait-il donc été pendant tout ce temps, sinon perdu, du moins oublié ou volontairement relégué dans les tréfonds de la conscience humaine ? En admettant que cet objet sacré, mal défini mais touchant de si près la foi chrétienne, ait pu ainsi disparaître, comment pouvait-on expliquer qu'il ait soudain refait surface, précisément en pleine époque des croisades, au moment où le royaume franc de Jérusalem était à son apogée, l'ordre du temple au fait de son pouvoir, et l'hérésie cathare plus forte et plus menaçante que jamais. Nombreux sont en tout cas les romans et les poèmes allégoriques bâtis sur le thème initial du Graal, souvenir mystique de Jésus dont la féerie et le merveilleux transportent encore aujourd'hui l'imagination. C'est en effet, à partir de 1188, un véritable feu d'artifice, jusqu'à une époque que l'on peut situer entre 1291, date à laquelle s'écroula le royaume franc de Jérusalem, et 1307-1314, période à laquelle les Templiers furent exterminés. Puis c'est le silence, jusqu'en 1470, où en Angleterre, Thomas Malory reprend le thème dans son œuvre célèbre La mort d'Arthur. Au temps de Thomas Malory, le Graal était donc déjà le vase de la scène dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang de Jésus. Selon certains récits, Joseph d'Arimathie l'aurait emporté en Angleterre, à Glastonbury. Pour d'autres, c'est Marie-Madeleine qui le transporta avec elle en France, comme en témoignent des légendes du IVe siècle faisant allusion à sa fuite de la Terre Sainte et à son débarquement près de Marseille où ses reliques sont encore vénérées. Plus tard, la littérature médiévale abondera d'ailleurs dans ce sens, voyant en elle la femme qui apporta l'objet sacré. Est-ce que je suis la création de la République ? Le plus ancien des romans consacrés au sujet date de la fin du XIIe siècle, aux environs de 1188. Il s'intitule Perceval ou le Comte du Graal et fut rédigé par Chrétien de Troyes, trouvère et clerc à la cour des comtes de Champagne. On sait peu de choses de Chrétien de Troyes, sinon que sa carrière poétique se déroula auprès de Marie de Champagne, reine d'une cour extrêmement brillante et riche en jeunes talents. C'est dans son dernier roman qu'apparaît le thème encore assez flou de la quête du Graal. Il est dédié non pas à Marie de Champagne, mais à Philippe d'Alsace, comte de Flandre,
qui d'après l'auteur serait le premier à lui avoir conté la légende. Son héros se nomme Perceval, le fils de la dame veuve, le fils de la dame veuve, le fils de la dame veuve. Et malgré toutes les tentatives de sa mère pour l'éloigner du monde de la chevalerie, Perceval rejoint la cour du roi Arthur et part affronter son noble destin de chevalier. Il connaît un grand nombre d'aventures, et une nuit, dans le château où le roi pêcheur lui a offert un abri, le Graal lui apparaît. Aucune précision n'est donnée par Chrétien de Troyes à son sujet. On apprend juste qu'il est porté par une demoiselle très belle et élancée et bien parée, et fait de l'or le plus pur, serti de pierres de maintes espèces, des plus riches et des plus précieuses qui soient en la mer ou sur la terre. Le lendemain, Perceval quittera le château sans avoir posé la question qu'on attendait de lui sur le Graal, sur son origine et sa raison d'être. Cette question qui aurait pu lever bien des maléfices. Quoi qu'il en soit, Perceval continuera son chemin pour apprendre qu'il appartient à la famille du Graal et que son oncle est le mystérieux roi pêcheur. Chrétien de Troyes est mort avant d'avoir achevé son roman. Ainsi n'en connaîtrons-nous jamais la fin, si tant est qu'il en existe une. Certains pensent cependant qu'elle brûla dans l'incendie de Troyes en 1188. Le grand intérêt de ce Perceval est avant tout d'être la première œuvre consacrée au Graal. Pendant le demi-siècle suivant, on continuera à broder, à développer et à multiplier les interprétations du thème né un jour à la cour de Troyes et qui ne cessera de gagner l'Europe entière. D'autres romans du Graal plus tardifs puiseront leur expression dans une époque antérieure à celle de l'auteur champenois, les uns mettant en scène le roi Arthur, d'autres Jésus. Parmi ces nombreuses versions postérieures à celle de Chrétien de Troyes, trois semblent retenir l'attention. La première est le roman de l'Histoire du Saint Graal, rédigé par Robert de Boron, clerc de Franche-Comté, entre 1190 et 1199. Avec ce récit dans lequel l'auteur s'attache à dégager la valeur symbolique du mythe, celui-ci va devenir un symbole spécifiquement chrétien. Évoquant des sources antérieures à celles de Chrétien de Troyes, Robert de Boron fait allusion au caractère spécifiquement chrétien du Graal et à un grand livre dont les secrets lui auraient été révélés. Il semble en effet qu'il ait existé une information originale relative au Graal à laquelle Chrétien de Troyes et Robert de Boron auraient eu accès par l'entremise de Philippe d'Alsace. Selon le professeur Roger Sherman Loomis, Robert de Boron parlait d'un ouvrage relatif au secret du Graal qui lui aurait fourni la plus grande partie de son information. Beaucoup de chercheurs ont tendance à affirmer que la christianisation du Graal est due à un conteur précédent Boron. Pourtant, on doit indiscutablement à celui-ci la première définition précise du Graal. C'est le vase de la dernière scène, rempli par Joseph d'Arimathie avec le sang de Jésus sur la croix et revêtu de ce fait de pouvoir magique. Après la crucifixion, les membres de la famille de Joseph d'Arimathie en devinrent les gardiens, et ce sont leurs aventures que comptent pour Robert de Boron les romans du Graal. Ainsi, Galahad aurait été le fils de Joseph d'Arimathie, et son gendre Bronn recueillit le Graal, le transporta en Angleterre et devint le roi pêcheur. Dans les deux romans, Perceval est un membre de la famille du Graal, petit-fils ou neveu du roi pêcheur. En même temps que le roman de l'Histoire du Saint Graal paraissait en Angleterre probablement, un autre roman en prose, Perlesvaus, consacré plus particulièrement à la quête de Perceval. Son auteur ayant choisi l'anonymat, contrairement aux conventions de l'époque, on peut en déduire qu'il appartenait à un ordre monastique ou militaire, où ce genre de divertissement était jugé malséant. Selon certains spécialistes de la littérature médiévale, Perlesvaus serait vraisemblablement l'œuvre d'un templier. Comme les précédents romans de Chrétien de Troyes et de Robert de Boron, Perlesvaus insiste également beaucoup sur la notion de lignée. Perceval y est plusieurs fois décrit comme le plus saint, et il est dit qu'il appartient au lignage de Joseph d'Arimathie. L'action ne se déroule pourtant pas à l'époque de Joseph d'Arimathie, mais comme celle de Chrétien de Troyes, elle est contemporaine du roi Arthur. Non seulement Perceval y est désigné là encore comme le fils de la dame veuve, mais l'action tout entière se déroule dans un climat de cérémonies étranges et inattendues dans un contexte chrétien, rappelant les Templiers, le dualisme de la pensée cathare ou encore la philosophie gnostique. Et si pour Chrétien de Troyes, le Graal n'est qu'un objet imprécis fait d'or et de pierres précieuses, si pour Robert de Boron, il est le vase qui a recueilli le sang de Jésus,
il prend dans Perlesvaus une toute autre et très curieuse dimension, impliquant une idée de secret relatif à Jésus et dévoilé seulement à un très petit nombre d'individus. De tous les romans consacrés au Graal, le plus célèbre et le plus représentatif du genre reste incontestablement le Parzival de Wolfram von Eschenbach, composé entre 1195 et 1216. Il est un poète allemand, né autour de 1170, considéré comme l'un des plus grands poètes épiques de son temps et l'un des représentants majeurs de la littérature courtoise en moyen-haut allemand. Sa version de l'histoire du Graal pourrait être la plus authentique, fondée sur une information que nous devons à un certain Guillaume de Provence, parfois assimilé à Guillaume de Provins, lui-même la tenant d'un dénommé Flégétanis, érudit arabe descendant du roi Salomon. Dans ce texte, 4 points méritent d'être relevés. Le premier est que l'histoire du Graal est associée à la famille d'un certain Mazadan, qui aurait été le grand-père du roi Arthur. Le second, que la maison d'Anjou y tient un rôle important. Le troisième, que la version originale semble être venue de l'Espagne musulmane, de Tolède plus précisément, centre important d'études ésotériques juives et musulmanes. Dernier point et non le moindre, que les aventures du Graal ont une origine juive, élément inattendu, car si le Graal est un mystère chrétien, pourquoi a-t-il été transmis par des initiés juifs? Et pourquoi des écrivains juifs ont-ils eu accès à des textes chrétiens ignorés de la chrétienté elle-même? Stéphane Mellet, bonjour. Bonjour. Alors, où nous trouvons-nous aujourd'hui? On se trouve là sur ce monument, enfin à côté de ce monument des droits de l'homme et du citoyen. On a ici, alors là c'est quand même intéressant, quand on regarde, je ne sais pas si on va voir ou pas, mais quand on regarde ça d'un petit peu loin, on voit quoi? On voit une étoile flamboyante vers le bas, c'est-à-dire en gros le bouc de Mendès, Lucifer, enfin bon bref. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'on a un compas et une équerre, mais qui sont tournés de telle manière à ressembler justement au pentagramme inversé. Bon, en fait, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Voilà. Bon, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, il y a plein de choses, évidemment, on ne peut pas les lire parce que c'est très petit, mais j'ai réussi à trouver par là des... Bon, on retrouve pareil, on retrouve le delta, on retrouve l'œil qui voit tout, on retrouve tous les symboles maçonniques à l'origine. Alors ici, on a, c'est tout ce que j'arrive à voir pour le moment, mais Shemot, hein, ça fait partie des midrash juifs, hein, c'est alors après, c'est le premier jour du nouveau calendrier, etc., etc. Donc voilà beaucoup d'hébreux, donc voilà beaucoup d'hébreux, beaucoup de symboles. Donc voilà beaucoup d'hébreux, beaucoup de symboles, tous les symboles maçonniques qui passent. Et puis alors quand même pour moi le plus ahurissant, c'est en même temps ce qui se voit le plus et ce qui se voit le moins, c'est ça. C'est-à-dire que là on a, alors à première vue, on voit évidemment les 3 points maçonnique, ça tout le monde connaît à peu près maintenant, c'est comme ça que tous les maçons signent, hein, le triangle avec les trois points, sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit bien que ici on a un quatrième point, et en fait si on relie ces 2 points, on a le fameux symbole hermétique, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc un triangle inversé, c'est ça? Voilà, le triangle inversé qui forme, voilà, c'est-à-dire là on a ce triangle-là, plus ça. Alors, s'il n'y avait pas ça, on pourrait se dire, bon ok, c'est simplement symbole maçonnique. Mais alors pourquoi ça et pourquoi est-il fermé? Et on se rend compte que si on termine, on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça je crois que tout le monde aura... On a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça je crois que tout le monde aura compris. Voilà, et simplement, ce qui reste, c'est-à-dire ce signe-là, c'est une lettre hébraïque qui est la 6e lettre de l'alphabet, la lettre Vav. La lettre Vav qui a pour valeur numérale 6. Et en hébreu, dans les jeux de mots kabbalistiques, vous avez des mots qui, si on leur enlève cette lettre, qui a valeur de 6, donnent des mots complètement différents. Ça sont les jeux kabbalistiques de la Témoura, de la Guématrie, de Noctaricon, enfin surtout de la Témoura. Voilà. Donc on peut se demander quand même ce que c'est que ça, parce que voilà, hein, je crois que si les gens y prêtent attention, ils vont eux-mêmes réfléchir à ça. Ces 2 triangles ensemble forment une étoile de David. Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire que là, pourquoi dans un monument où tout est extrêmement clair sur le plan symbolique, là, je veux dire, on ne peut pas faire plus clair, il y en a partout, il faudrait y passer des semaines. Pourquoi avoir ce triangle
Et ça, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bon, bien évidemment, on voit même les traces d'ailleurs. Bon, voilà. Et il manque la lettre VAV, valeur numérale de 6, pour former l'étoile de David ou le symbole hermétique d'Hermès Trismégiste, hein, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc effectivement, c'est quand même assez surprenant. Alors on pourrait faire le tour, mais je veux dire, il y en a partout. Il y a même des choses évidemment qu'on ne peut pas voir plus haut, mais on retrouve absolument partout le delta, l'équerre et le compas et tous les instruments maçonniques, hein, de tous les côtés. Alors j'ai pas encore tout vu. Et Stéphane Blais, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Et Stéphane Blais, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Il est évident qu'on peut s'étonner de cela. Moi, je m'en étonne pas trop parce que je sais à partir de 1717, c'est un peu ce que je décline dans le livre là, qui va sortir chez Contre-Culture, à quel point les loges maçonniques dès 1717 ont été changées, on va dire, de l'opératif au spéculatif et ont été intégrées par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu de l'opératif au spéculatif et ont été intégrées par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu d'avoir des constructeurs de pierres, des architectes, des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là. On le texte des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là. On le voit très bien. Bon, en tout cas là, on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument, ce qui est quand même étonnant. Je disais, moi, comme tout le reste étant petit, je vois pas la suite, mais ça c'est pas compliqué. Hein, j'ai dit voilà. Shemot, hein, et en hébreu. Donc, alors, je vais aller regarder ce soir justement dans ces livres quand même. Je regarde pas tous les jours, mais voilà, parce que le reste, on n'arrive pas à le lire. Mais c'est censé décliner normalement, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens bien, le premier jour d'un nouveau calendrier. C'est-à-dire, ça sera le début d'une nouvelle ère. Voilà, début d'une nouvelle ère. Voilà. Mais c'est pour les Hébreux normalement. Mais enfin, là, on le retrouve ici. D'ailleurs, derrière, de l'autre côté, j'ai vu tout à l'heure, il y a d'autres choses hébraïques. Il y a même une représentation de ce qui semble être le temple de Salomon, hein, très clairement. Je vois même un Adam Kadmon. Je vois aussi une représentation du Sohar, de l'homme barbu, du Shem Amphorach. Enfin, ça c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment typiquement de la mystique juive kabbalistique. Voilà, donc c'est assez surprenant. Tiens, je te parlais de la lettre Vav tout à l'heure, qui manquait au second triangle. Là, alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Je sais pas, mais tu as la lettre Vav à droite, et à gauche, tu l'as à l'envers, la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Je dis ça, c'est intéressant parce que c'est difficile à trouver. Tu feras un gros plan après. Voilà, encore le triangle maçonnique avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Et là, avant la devise liberté, égalité, fraternité, il y avait une autre devise, on connaît ça dans la franc-maçonnerie, mais on le voit jamais, qui était liberté, raison, égalité. Et là, on le trouve ici tel quel. Hein, il y avait pas de fraternité encore, c'était plus discret. Et là, on le trouve avec, encore une fois, l'œil d'Horus à l'intérieur. Hein, donc le fameux œil qui voit tout dans le triangle maçonnique avec la devise, enfin, pas la devise définitive, voilà, liberté, raison, égalité, ou liberté, égalité, raison. Voilà. Et cet œil qui voit tout, il regarde quoi exactement? Ça, chacun le prendra comme il veut. Pour certains, on te dit que c'est l'œil du grand architecte de l'univers, si tu veux, mais enfin, en même temps, dans les sociétés initiatiques, c'est l'œil qui voit tout, c'est-à-dire, symboliquement, c'est l'égrégore maçonnique qui est partout et qui voit tout. C'est très clairement ça. Voilà. Donc c'est l'œil de l'égrégore maçonnique qui te regarde, qui te lâche pas. Voilà, on a les droits de l'homme, on a la Constitution en dessous, on a l'œil maçonnique au-dessus, l'instrument maçonnique du fil à plomb qui représente l'équilibre. Hein. Voilà, alors certains diront la justice, mais enfin ça c'est bien le fil à plomb. Et puis on a les droits de l'homme. Mais la présence de l'œil qui voit tout est quand même symptomatique, je pense, entre autres. Là, tu as à nouveau la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en dessous, regarde, si tu peux faire un gros plan, tu verras, tu as tous les outils maçonniques qui sont là, hein, le compas, l'équerre et tout le reste. Tous les instruments maçonniques sont posés au pied de la colonne. Ah voilà, alors là, voilà, pareil, tu retrouves absolument partout. Hein, tu vois, ça c'est omniprésent. Voilà, le fameux delta lumineux des francs-maçons qui est rigoureusement partout. À chaque fois que tu vois
La Constitution des droits de l'homme, tu la retrouves. Pour les gens qui s'intéressent vraiment, qui veulent connaître les symboles maçonniques, au lieu d'aller perdre leur temps dans la journée du patrimoine au Grand Orient de France ou à la Grande Loge de France, ils peuvent venir ici, ils les ont tous. Hein. Donc là, ils sont tranquilles, il suffit de les trouver, parce que c'est quand même pas difficile. À 2 pas de la Tour Eiffel. À 2 pas de la Tour Eiffel, l'équerre, le compas, le delta lumineux, le fil à plomb, enfin tous les outils, ce qu'on appelle les outils symboliques maçonniques, sont là. Et alors vraiment, c'est difficile de pas les trouver. Hein. Wolfram von Eschenbach, dans son Histoire du Graal, apporte une place importante aux Templiers, puisqu'ils y sont gardiens du Graal et de sa famille. Il peut s'agir d'une liberté dont usaient souvent à l'époque les poètes peu exigeants en matière de chronologie, mais il ne faut pas oublier que Père Lesvaeus, lui aussi, contenait de nombreuses allusions aux Templiers. Il serait donc étonnant que les deux auteurs se soient rendus coupables du même anachronisme. Il est en revanche plus vraisemblable qu'en associant de façon aussi manifeste l'ordre du Temple au mystère du Graal, ils aient tous les deux cherché à faire comprendre quelque chose. Dans la mesure où les protecteurs du Graal sont les Templiers, ses propriétaires sont tous membres d'une famille spécifique, aux branches nombreuses éparpillées dans le monde entier, certains ignorant même leur véritable identité. L'une de ces branches habite le château du Graal, Mun-Salvesh, éventuellement la légendaire forteresse cathare de Mont-Salva, identifiable à celle de Montségur. Lorsqu'à la fin du poème, la malédiction sera levée, c'est Parzival qui deviendra l'héritier du château du Graal. Les serviteurs doivent également être initiés à une sorte de mystère. Parfois aussi, ils sont envoyés dans le monde pour agir en son nom, et éventuellement occuper un trône, car le Graal possède apparemment le pouvoir de créer les rois. Flégétanis, auteur présumé du récit original du Graal, descendrait si l'on en croit Eschenbach de Salomon. Se pourrait-il donc que la famille du Graal soit d'origine juive ? À l'époque de Parzival, celle-ci jouit manifestement de la faveur divine et d'un très grand pouvoir. Pourtant, elle ne doit rien dévoiler de son identité. Dans le roman de Robert de Boron, comme dans le Père Lesvaeus, Perceval appartient au lignage juif et saint de Joseph d'Arimathie. Mais pour Wolfram von Eschenbach, ces détails semblent secondaires et beaucoup moins importants que les moyens utilisés pour se montrer digne de cette lignée. Parzival doit avant tout se conformer aux exigences de sa race, exigences permettant de mesurer l'importance extrême attribuée à ce sang. Car toute l'attention de Wolfram von Eschenbach se porte sur la famille, sur la race du Graal. Elle devient le thème central de son Parzival et de ses autres œuvres, les gardiens et leur généalogie ayant finalement à ses yeux plus d'importance que le mystérieux objet qui leur est confié. Un jeune chevalier, au cours d'une série d'épreuves destinées à prouver sa valeur, est initié à un secret d'une exceptionnelle importance. Ce secret est placé sous la garde d'un ordre, apparemment de chevalerie, mais il est aussi lié à une famille spécifique. Le héros, soit par son mariage, soit par droit héréditaire, soit pour les deux raisons à la fois, devient seigneur du Graal et de son univers. Telle est brièvement résumée la trame générale des romans du Graal, et nous devons constater l'importance accordée aux notions de race et d'héritage, de lignée et de généalogie. Ces statuettes auraient-elles alors un lien avec le Graal? Ces femmes en seraient-elles la clé? Plusieurs critiques littéraires soutiennent que Parsifal, une des versions de la légende du Graal, raconte une quête motivée non par un objet, mais une damoiselle. Il semblerait que dans le Parsifal de Wolfram, les chevaliers répondent à un appel. Et souvent, ces appels avaient pour but de porter secours à une femme en détresse. Donc, il y a très probablement à la source de cette quête ce qu'on appelle le principe féminin. Mais si le Graal concerne le principe féminin, pourquoi était-il vénéré par les Templiers autant qu'il était craint par l'Église ? Wallace Murphy se penche aussi sur l'étude symbolique de la couleur de peau des Vierges noires. En Occident, le noir est une couleur à connotation négative. On parle de marché noir ou de magie noire. Ce sont des choses secrètes et clandestines. Mais dans l'Antiquité, le noir était associé à des concepts très positifs. Dans la culture égyptienne, le noir est couleur de la sagesse et donc de l'éveil spirituel.
La Vierge Noire symbolise les ténèbres, mais également l'illumination. Elle représente la lumière qui jaillit dans les ténèbres, c'est-à-dire une autre forme de la foi chrétienne. Wallace Murphy est désormais persuadé que l'objet de sa quête personnelle n'est autre que la Vierge Noire et tout ce qu'elle symbolise. Convaincu d'avoir enfin percé le mystère du Saint Graal, il met au point une théorie selon laquelle les Templiers ont préféré la Vierge Marie au Christ, convaincus qu'elle portait en elle une plus grande sagesse. Pour l'Église dominée par les hommes, une telle vision était profondément hérétique. De plus, les autorités voyaient d'un mauvais œil cette démarche spirituelle autonome de recherche de la sagesse. Ceci expliquerait les persécutions subies par les Templiers. D'une manière ou d'une autre, l'ordre avait pour ambition de transmettre ce message simple d'éveil spirituel au commun des mortels. Wallace Murphy affirme que les Templiers savaient que la promotion de la sagesse spirituelle était un concept dangereux. Ils auraient choisi de dissimuler leur symbolisme dans l'architecture et la littérature afin d'assurer la transmission de leurs croyances aux futures générations. Chrétien de Troyes a imbriqué dans son récit ce système de croyances. Je pense que la rédaction des légendes du Graal était le coup de maître des Templiers, l'idée qui leur a permis de préserver leur philosophie. Mais si le Graal représente la sagesse, quelle forme de sagesse les Templiers vénéraient-ils ? Voici le Freemasons Hall à Londres, en Angleterre. C'est ici que se tiennent les réunions secrètes d'une organisation internationale. Wallace Murphy est convaincu que les francs-maçons ont un lien de filiation avec les Templiers. Au cours de ses recherches, il découvre de nombreux liens entre les deux ordres. Les cérémonies d'initiation secrète sont très similaires. Le créateur des Templiers est entré par mariage au sein de la famille des fondateurs de la franc-maçonnerie écossaise. Et l'un des plus hauts rangs de la franc-maçonnerie est celui de chevalier templier. Pourtant, la franc-maçonnerie n'est apparue que 300 ans après la fin des Templiers. De nombreuses personnes se posent la question, comment les enseignements des Templiers ont-ils pu autant influencer la franc-maçonnerie ? Tout le monde sait que les Templiers ont été éradiqués en 1324 et que la franc-maçonnerie n'a vu le jour qu'au début du XVIIe siècle. La réponse est simple. Les familles qui ont fondé l'ordre du Temple ont eu la sagesse de faire profil bas pendant près de 3 siècles. Si les croyances des Templiers ont survécu et ont été ravivées par les francs-maçons, quelle forme prend aujourd'hui la sagesse des Templiers, c'est-à-dire le Graal? La franc-maçonnerie a dès le début été fondée sur 2 principes, la fraternité et la charité. Toute la symbolique iconographique et rituelle reflète ces idéaux de base. Depuis le début, les francs-maçons proposent une méthode permettant de transformer des hommes bons en hommes meilleurs, par un ensemble de mythes, de symboles et de rituels. Selon lui, la franc-maçonnerie moderne offre un aperçu des principes moraux qui guidaient les chevaliers de l'ordre du Temple. L'idée de départ est de créer un monde où la fraternité serait fondée sur la vérité et la justice. Regardez autour de vous. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée? The French Grand Orient gave utterance to the following profession of faith in 1885. It said, quote, "We Masons must aim for the complete destruction of Catholicism." A chief in the Masonic Alta Vendita Lodge proclaimed, quote, "Let us conspire only against Rome," end quote. In the stone inscription of the Masonic Grand Orient and Supreme Council of France, it says this, quote, "The fight taking place between Catholicism and Freemasonry is a fight to the very death, ceaseless and merciless.
So, and what most people say is if you want to destroy the church, and if you're against the church, and you believe that the church is the true church that Jesus Christ established, why not infiltrate it? And they have infiltrated it. This is a copy of the May 8, 1991 edition of the Mount Washington Press, a paper near Cincinnati, Ohio. It talks about how the Archdiocese of Cincinnati, Ohio sends all possible candidates for the priesthood to Joseph Wicker. Joseph Wicker is a worshipful master of Mount Washington Masonic Lodge number 642 in Mount Washington, Ohio. That means that he's the president of the Masonic Lodge in his hometown. Mr. Wicker says that he no longer considers himself a practicing Roman Catholic, but practices what he calls Rosicrucian experiments. The Rosicrucians are a Masonic-like group that says everything should be guided by the use of reason. They've been officially condemned by the Catholic Church, and Mr. Wicker also says he believes in reincarnation. So Archbishop Pilarczyk of the Archdiocese of Cincinnati, Ohio, has a Freemason screen all candidates for the priesthood. Many people say then, well, obviously the church looks to be infiltrated, and the communists also tell us that this is the case too, that they were told by Moscow to infiltrate the Catholic Church. Mr. Manny Johnson, a former official in the Communist Party in America, gave the following testimony in 1953 to the House Un-American Activities Committee. He said, quote, "The communists discovered that the destruction of religion could proceed much faster through the infiltration of the Catholic Church by communists operating within the Catholic Church itself," end quote. Mrs. Bella Dodd, who spent most of her life in the Communist Party of America and was Attorney General designate had the party won the White House, after her defection from the Communist Party, she revealed that one of her jobs as a communist was to encourage young radicals into the priesthood. And she said that before she left the party in the United States that she encouraged more than 1,000 young radicals to infiltrate the seminaries and religious orders of the Catholic Church. And she said back then they had risen to the highest places in the church. And so this is why you don't have any call to conversion, you have no exposure to Masons. And what I'm saying should be said by almost every priest in the United States and throughout the world. It's not said because these people are either direct infiltrators or they just don't care anymore. There's a complete apathy as far as the true faith. This is an interesting picture we have here. This is a grade 6 catechism. It was given to 6th graders across the country. And you can see right here the little dots, the dark dots on this. This is the opening page, as you can see. This is Christ with us. And you have these dark dots all over the page. And of course the communists are trying to achieve victory over the church. And you can see the dark dots. What's interesting is you line those dark dots up, and what do you get? Looks like a hammer and sickle. Communist hammer and sickle. So what they were saying was that they've now achieved victory over the church, and at least they think that. And we know if there's just even a small group with one true priest that upholds the one true faith. That's what St. Athanasius did. Even if the true remnant was reduced to a handful of true believers and say one true priest that believed in the true Catholic faith, they remain the true church of Jesus Christ on earth. So, and he said back then, St. Athanasius, during the Arian crisis, that if we have the faith, they have the buildings. So there's a definite link between Freemasonry and communist philosophical thought patterns. Yeah, yes, exactly. And we're going to see now is, this is according to the book by Dr. James Wardner, Unholy Alliances. He says that Mr. Jim Shaw, former 33rd degree Mason who left Masonic Lodge, says that when he became a 33rd degree Mason, when he was initiated in Washington, D.C., the House of the Temple, there was someone there, an internationally prominent evangelist, was there to help him through his initiation, and present there, who was none other than Billy Graham. So one of the biggest evangelists, Bible preaching religious figures, Protestant figures, is a Freemason. Well, according to that book, that's what it says. So that's what he put in the book. That's what he claims Jim Shaw said who was there. So that's interesting. Another person who I hope if he is a Mason, he's come out of the lodge. But Pat Robertson, there's a Masonic symbol called the lion's paw. It's like this, and that's a Masonic symbol. And Pat Robertson, this is the cover of the Time magazine, February 17, 1986 issue. He's giving what looks to be the Masonic sign called the lion's paw. Pat Robertson also, in his book The Millennium, has a point within a circle at virtually every page of the book. And
And a point within the circle is definite occultic language for sun worship, and it was also chosen for the symbol of Illuminati. David Yallop, in his book In God's Name, an investigation of the murder of Pope John Paul I, he builds a case that the P2 Masons were involved in the murder of John Paul I, who served 33 days. We'll see a little later in the tape how significant and important the number 33 is to the Masons. Yallop says that the P2 Masons have interlocks with the Mafia. Maybe that's because both groups have the same founder, Giuseppe Mazzini. And Mazzini said, quote, "Our final end is that of Voltaire and the French Revolution, the destruction forever of Catholicism," end quote. Some other churches, such as the Church of Mormon, Joseph Smith, the founder of the Church of Mormon, was murdered by the Masons on June 27, 1844. The reason why is because Joseph Smith, who was a Mason, revealed the secrets of the Masonic Lodge in the Temple Endowment Ceremony. It's a ceremony in the Mormon Church, and they have the aprons on now still, and so forth. They're very similar to Freemasonry. The Masons also use a Masonic timetable system. They don't use AD, they use AL. AL is their standard of calendar system. It means Anno Lucis, and that means in the year of light. It could also be interpreted to mean in the year of Lucifer. So 4000 BC would be 0 AL, and 2000 AD will be 6000 AL, or 6,000 years since Lucifer was cast from heaven. And that system lines up because this is a picture of a Distinguished Achievement Medal awarded to C. Fred Kleineck, the current Sovereign Grand Commander of Freemasonry, on May Day, 5990 AL, which is 1990 AD. And you can also find AL on the cornerstone, at the engraved date of any cornerstone laid by the Masons. And I just mentioned May Day on that coin. May Day is very important for the Masons. We'll find out a little later why. The Masons definitely believe in symbology and numerology, and they have a fascination with the number 33. I believe they had major events happen on the 33rd degree latitude of the map. Masonic Encyclopedia says that Charleston, South Carolina was selected as the first home of the Council of the 33rd degree Masonic Lodge. And Charleston, South Carolina is right under the 33rd degree latitude of the map. Other major events that have happened on the 33rd degree latitude, it's where the first nuclear bomb was dropped, tested, Trinity Site, New Mexico. And the monument chosen to commemorate this site was an obelisk, which is a Masonic symbol, a phallic symbol. The 33rd degree latitude also passes over both Hiroshima and Nagasaki, Japan. These sites were the place where the first two bombs, atomic bombs, were dropped at the end of World War II. It's a known fact of history that we didn't have to drop the bombs because Japan was trying to surrender, but the bombs were dropped anyway. And these two cities were where the two largest population of Catholics were. The man who dropped these bombs on these Catholics was 33rd degree Freemason Harry Truman. Truman was a 32nd degree Mason when he dropped the bombs in October of 1945. He became a 33rd degree Mason. And Truman said, quote, "Although I hold the highest civil honor in the world, I have always regarded my rank and title as a past Grand Master of the Masons as the greatest honor that has ever come to me," end quote. But the most astonishing incident that has occurred on the 33rd degree latitude of the map is it passes over the city of Dallas, Texas, where on November the 22nd, 1963, JFK was assassinated. In Dealey Plaza, where the president was shot, the president passed an obelisk that is located right in front of the school book depository on the street, Elm Street, where the president was shot. There's a small plaque which has always been on that obelisk saying this, quote, "Within this small park was built the first fraternal lodge in the state of Texas." So the park in which JFK was shot was the place where the first Masonic Lodge was established in Texas. Now, there are two views of history. There's the accidental view of history, which people believe that there's no plan when major events come about. There's nobody plotting or planning to bring about something when some major events happen. And then there's the planned view of history, the conspiratorial view of history, that people plan to have certain things happen to bring about something. And obviously, it's very clear, I think, that history has been guided by the planned view of history, that people have definitely planned to bring about something. And in fact, FDR, Franklin Roosevelt, said if anything happens in politics, you can bet it was planned that way. The Oklahoma bombing as well as Waco happened on April 19th. The
According to the satanic calendar of high days, April 19th inaugurates a period of blood sacrifice to the beast, culminating on May 1st each year. May 1st is called May Day to the communists. And May 1st is the day when the Illuminati was started and why there's always a large military celebration in Russia. Now, going back to Freemasonry, modern Freemasonry is given its name by Joseph Levy on August 25th, 1716, and approved on June 24th, 1717 by the first official Freemasonic Lodge. They chose Masonry because it would act as a thick veil over the secret origin of their foundation. But what we know as Freemasonry came most recently from the Order of the Knights Templar movement in the 1300s. Actually came before that, in the year 43 AD, from a group called the Mysterious Force. That's actually where Freemasonry came from. And this following information is from a book called The Origin of Masonry. The Mysterious Force was established in 43 AD, and it started when a counselor to King Herod Agrippa came to him and complained that the followers of Jesus had a mysterious force, and that they should establish their own mysterious force to combat this Christian mysterious force. And the purpose of this group was to attack the teachings of Jesus and in order to preserve Judaism. King Herod Agrippa said, quote, "We will use the hammer because it was used to nail Jesus' hands and feet. Every session will be opened by striking the hammer 3 times, end quote." And you notice the judges have the hammer to bring order to the court. King Herod Agrippa said, quote, "We will make degrees. These will be 33, symbolizing the age of the impostor." And on November the 43 AD, the first official session was held in the first temple of Jerusalem, which was a basement in the palace of King Herod Agrippa. The meeting of the Mysterious Force was always held in the temple. That was the name, the temple. And in 1717, modern Freemasonry changed it to the name of Lodge. To prove that Masonry is of Jewish origin, here are the following quotes. The Rabbi Isaac Weiss wrote in 1855, quote, "Masonry is a Jewish institution, whose history, degrees, assignments, signs, and explanations are of Jewish nature from beginning to end," end quote. The Jewish historian Bernard Lazare wrote, quote, "It is evident that there are only Jews and Kabbalistic Jews in Masonry's origin," end quote. And finally, Theodor Herzl, the founder of Zionism in 1897 in Switzerland, said, quote, "Masonic lodges are established all over the world to offer us help to achieve our independence. Those pigs and non-Jewish Masons will never understand the final objects of Masonry," end quote. So they're just useful idiots. That's it. That's exactly what's happening. Now, to find out what Jews believe in, then, we have to go to what they regard as their authority in religion. The Jewish Encyclopedia, Volume 12, we read, quote, "For the majority of Jews, the Talmud is still the supreme authority in religion," end quote. So, and the Talmud is the written word of the oral tradition of the Pharisees. The Universal Jewish Encyclopedia, page 637, says, quote, "The ultimate authority for orthodoxy is the Babylonian Talmud," end quote. And the Jews have embraced the Talmud for 20 centuries. Now, some of the things that are in the Talmud, we're going to repeat just a few of them. I'm not saying all Jews know what's in the Talmud or all Jews support what's in the Talmud, what I'm about to state. But nevertheless, it's there, and we have to repeat what's and expose what's in the Talmud. In the Talmud, the Catholic holy day is called the Day of Evil. A Christian church is called a house of evil. It is permitted for Christians to be defrauded and deceived. All Christians, including the best of them, should be killed. These are just some of the things. We don't have time to go through all the Antichrist parts of the Talmud. It's unbelievable what's in that book. Now, the Jewish Encyclopedia gives a person a definite view of perhaps hundreds of rabbinic statements on subjects, giving accurate summaries of what the Talmud generally teaches. Page 619 of the Jewish Encyclopedia, Gentiles are not called men but barbarians. Page 172 of the Jewish Encyclopedia, it says that Christ is in hell, punished with boiling hot excrement. And this is what we have here. And basically, the Talmudic Jews are the main force bringing about, the main power. There are many tentacles of this arm, but the main power is the Talmudic Jews are bringing about this Antichrist kingdom. Also in the Jewish Encyclopedia, there's no criticism of socialism or communism, and in fact, they say that they're instrumental in founding and making socialism flourish. In fact, Jewish international bankers financed the Russian Revolution. And now we want to look at some, and in Russia itself, you talk about the people leaving Russia before, say, the 1980s and Glasnost and Perestroika. 15 years of hard labor was considered a light sentence for a Gentile caught trying to escape Russia. That was before the 1980s.
In Israel, now let's take Israel, under Israel's present anti-missionary law, 5738 passed on December 25, 1977, if a Christian is caught giving a New Testament to an Israeli, he may face a jail term of up to 5 years. Notice the date on that law, December 25th, Christmas. Now let's take a few Jewish publications from the 20s and the 30s to find out what the Jews really believe. Okay, we're going to go back to prove that we're not just bringing up some current-day wild wacko Jewish publications. March 15, 1923 issue of Jewish World stated, quote, fundamentally Judaism is anti-Christian, end quote. So you have a link between Judaism, Freemasonry, and communism as all going against the Catholic Church. Absolutely. No question about it. In the New York Jewish National Day, December 14, 1935, it says, quote, the public schools must be clear of Christmas carols and other Christmas influence. We want all this Christmas propaganda stopped, end quote. We read in the New York Jewish paper Freiheit on January 10, 1937, quote, according to the Jewish religion, the Pope is the enemy of the Jewish people by the very fact that he is head of the Catholic Church. The Jewish religion is opposed to Christianity and to the Catholic Church in particular, end quote. And they also have watchdog groups like the ADL. They were caught out in San Francisco spying on the people and so forth. We don't do them any charity by saying they're doing a great job, and this is ridiculous. They've rejected Jesus Christ, and our Lord says in John 14:6, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. That's why they don't worship the one true God, and that was very clear by what our Lord stated to them in John chapter 8, where he said, if Abraham were God were your father, you would receive me. But God is not your father is the devil, John 8:44. So they don't worship the one true God. This is ridiculous. So we have to hope, and it's my charity. I have no hatred. It's not based on emotion. This is facts. I'm bringing this very clear what I'm stating here. And I truly wish for the conversion of all of Jewish people to the one true faith. I wish for eternal life for all of them. But they have to be exposed to what they're doing and how they're attacking the one true church and God himself, the true God, and helping bring about this antichrist kingdom and world. That's what's happening. Basically this gets back to the prophecy of Isaiah. He said, in Isaiah it says, woe to that sinful nation, a people loaded with iniquity, a wicked seed, ungracious children. They have forsaken the Lord, they have blasphemed the Holy One of Israel. When you stretch forth your hands, I will turn away my eyes from you. When you multiply prayer, I will not hear, for your hands are filled with blood. Isaiah 1:4-15. And this, of course, refers to the New Testament, Matthew 27:25, where the Jews said, let his blood be upon us and our children. So that's what we have now. But they are definitely coming to power, there's no question about it. And also, if you look on products now to show the amount of power that they're getting, you'll see on almost all your products, the letter U on your product stands for the Union of Orthodox Rabbis, and the K you'll see on many of your products stands for kosher. And this is basically a food tax. It's put on companies. From what I've read and been told, these companies have to pay for these symbols to be put on their products, and if they don't put them on their products, they'll be boycotted. And it's like hundreds of millions of dollars each year the rabbis take in from this. It's unbelievable. So they can't even use their products in the distribution chain without putting the U and K. Well, I don't know if they absolutely have to have it, but all I'm saying is that from what I've read and seen, they'll be boycotted if they don't do that, Right. And, now, going back to what all this Freemasonry is rooted in, it's rooted in the Jewish Kabbalah. The Kabbalah is the Hebrew word for received tradition. The Jewish Kabbalah is a medieval Jewish book of occult philosophy and magic based on mystical interpretations of the Old Testament. The Kabbalah is important with magicians, sorcerers, witches, Satanists, as well as Masonic philosophers. And all the things that I just mentioned that are rooted, talked about Freemasonry, gets back and is rooted in the Jewish Kabbalah. The book Morals and Dogma has 65 pages dealing with the Kabbalah. Page 741 of Morals and Dogma says this, quote, Masonry is a search for light. That search leads directly back to the Kabbalah, end quote. Page 770 has a picture of the Kabbalah. Pike also said, quote, all the Masonic organization's secrets and symbols are borrowed from the Kabbalah. So the importance of
What I'm saying is I've shown throughout this video that their main attack has been against the Catholic Church. And people have to do the right thing in these critical times because the time is running out. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée? Vous trouvez que c'est une mauvaise idée?